La nuit sentait la pluie récente et l'eau de Cologne boisée qui s'était imprégnée dans ma peau. J'étais dos au mur froid du piano à queue, les yeux fermés, sentant le poids du corps de Dante contre le mien. Ses lèvres parcouraient mon cou avec une lenteur calculée pour me rendre fou, tandis que ses grandes mains fermes serraient ma taille, comme s'il craignait que je disparaisse, s'il me lâchait. « Lucas » murmura-t-il contre mon oreille, et sa voix sonnait différemment, plus douce, presque vulnérable. « Tu ne devrais pas être là. » J'ouvris les yeux et croisai ces iris bleus intenses qui, pendant si longtemps, étaient restés froids, mais qui, à présent, brillaient d'un éclat que je ne savais pas identifier. Désir, peur, ou les deux à la fois. Je levai une main tremblante jusqu'à son visage, effleurant du bout des doigts la fine cicatrice qui barrait sa lèvre inférieure. « Je sais, répondis-je, la voix brisée. Mais il est déjà trop tard pour partir. » Dante ferma les yeux sous ma caresse, comme si ce geste lui faisait plus mal que n'importe quel coup reçu au cours de sa vie de crime et de violence. Quand il les rouvrit, il m'embrassa. Ce n'était pas un baiser brutal ni désespéré, mais profond, lent, comme s'il voulait mémoriser chaque seconde, chaque sensation. Ses doigts s'enroulèrent dans mes cheveux et je m'accrochai aux épaules de son costume impeccablement taillé, sentant que je sombrais dans quelque chose dont je ne pourrais jamais ressortir. Quand nous nous séparâmes, nous respirions tous les deux avec difficulté. La lumière jaunâtre de la lampe du salon baignait son visage, adoucissant les traits durs qui l'accompagnaient toujours. Pendant un instant, j'aperçus l'homme qu'il aurait pu être s'il n'était pas né dans cette famille, dans ce monde-là. « Ça va nous détruire tous les deux, » dit-il sans pour autant me lâcher. « Alors qu'on soit détruits ensemble, » chuchotai-je avant de l'embrasser à nouveau. Mais ça, c'était après, bien après, que tout avait commencé. Avant de continuer cette histoire qui a changé ma vie à jamais, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez ce récit, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous en commentaire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo et quand vous aurez écouté toute l'histoire, donnez-nous une note de 0 à 10 et dites-nous ce qui vous a le plus plu. Votre soutien est essentiel pour qu'on puisse continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Je m'appelle Lucas Moreau et je n'aurais jamais imaginé finir par vivre à Paris. En vérité, je n'avais même jamais envisagé de quitter le Brésil, mais la vie a d'étranges façons de vous pousser vers des endroits que vous n'auriez jamais choisis. À 26 ans, voilà 2 ans que j'habitais cette ville aux lumières dorées et aux rues pavées qui paraissent si romantiques au cinéma, mais qui, l'hiver, sont si froides que les os vous font mal rien qu'à marcher. Je m'y étais installé en quête d'anonymat, d'une vie tranquille, où personne ne saurait qui j'étais ni d'où je venais. Je travaillais dans un petit bistrot près de Montmartre, servant café et croissants à des touristes qui râlaient sur les prix. Et l'après-midi, je donnais des cours de portugais à des expatriés fortunés qui voulaient apprendre la langue par caprice. Ce n'était pas la vie dont j'avais rêvé adolescent, quand je dessinais dans mes carnets jusqu'à m'en endormir les doigts. Mais c'était suffisant. C'était sûr. C'était à moi. Je vivais dans un studio minuscule au 5e étage, sans ascenseur, avec une fenêtre qui donnait sur les toits gris et, au loin, la basilique du Sacré-Cœur. L'appartement contenait à peine un lit, un bureau encombré de carnets de croquis et une petite cuisine où je préparais chaque matin un café trop serré. Les murs étaient couverts de dessins, visages d'inconnus vus dans le métro, vieux immeubles, oiseaux posés sur les rambardes de la Seine. Dessiner était ma façon de digérer le monde, de traduire en traits ce que je ressentais sans avoir besoin de mots. Je courais tous les matins le long de la Seine avant le lever du soleil, et l'après-midi,
Je faisais du yoga dans le parc pour garder l'esprit calme et le corps en mouvement. J'avais les cheveux châtains, toujours un peu en bataille, une mèche qui me tombait sur les yeux quand je ne prenais pas la peine de me coiffer, et des yeux couleur miel que ma grand-mère disait, tristes même, quand je souriais. Je mesurais 1,78 m. J'avais un corps mince, mais sculpté par l'exercice régulier, et je portais toujours les mêmes vêtements. Pulls en maille, dans des tons neutres, jeans noirs usés et un pardessus bleu marine qui avait appartenu à mon grand-père. À mon poignet gauche, un petit tatouage d'hirondelle que presque personne ne remarquait, et sur les doigts, de fines cicatrices datant de l'époque où je cassais des verres dans les bistrots bondés. Mais il y avait une chose que personne à Paris ne savait de moi. Une chose qui me poursuivait même dans cette ville pleine d'étrangers. J'avais un frère aîné, Gabriel, emprisonné en Italie. Il avait dénoncé un réseau de corruption en pensant bien faire, sans imaginer qu'il mettait les mains dans quelque chose de bien plus dangereux, une cellule de la mafia. Depuis, je vivais dans la peur constante qu'il lui arrive quelque chose, et la culpabilité de m'être enfui à Paris pendant qu'il pourrissait derrière les barreaux me rongeait chaque nuit. Cet après-midi de novembre où tout a basculé, j'étais assis dans un café près de chez moi, en train de dessiner un couple de personnes âgées qui partageaient un verre de vin rouge à la table du fond. Il pleuvait dehors. Les gouttes martelaient la vitre dans un rythme hypnotique. Je ne fis pas attention quand deux hommes entrèrent et s'installèrent à la table voisine. Ils étaient grands, vêtus de costumes sombres impeccables, et se déplaçaient avec cette assurance propre à ceux qui sont habitués à la violence. « Lucas Moreau », dit l'un d'eux, et mon nom sonna comme une sentence. Je levai lentement les yeux, la chair de poule sur les bras. Celui qui avait parlé avait un visage anguleux et une cicatrice qui lui barrait le sourcil. Il me regardait avec un mélange d'ennui et de menace, comme si je n'étais qu'un dossier de plus sur sa liste. « Je ne vous connais pas, dis-je, même si ma voix sortit plus faible que je ne l'aurais voulu. »« Mais nous te connaissons, » répondit le second, plus jeune, avec un fort accent italien. « Et nous connaissons ton frère. Gabriel, c'est ça? Le héros qui croupit à la prison de Milan. » Mon sang se glaça. Je refermai mon carnet d'un coup sec et me levai, mais le premier leva calmement la main. « Assieds-toi, ragazzo. On ne veut pas te faire de mal. On veut juste parler. » Je n'avais pas le choix. Je me rassis lentement, les poings serrés sous la table. Le plus jeune sortit une enveloppe Kraft et la fit glisser vers moi. Je l'ouvris d'une main tremblante. Des photos de Gabriel dans la cour de la prison, en train de parler avec un autre détenu, endormi dans sa cellule. Photos récentes. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je, détestant le son brisé de ma voix. « La paix », répondit celui à la cicatrice. « Tu travailles pour nous un certain temps, et ton frère reste en vie, et en un seul morceau. Tu refuses. Eh bien, les accidents arrivent, surtout dans les prisons italiennes. J'aurais voulu leur hurler dessus, leur jeter mon café brûlant au visage, mais je savais que toute résistance serait inutile. Ces hommes-là ne lançaient pas des menaces en l'air. « Quel genre de travail ?» demandai-je, même si je savais déjà que ça n'avait aucune importance. J'allais accepter de toute façon. Rien de compliqué, juste t'occuper d'un enfant. Tu es doué avec les gosses, non? Le plus jeune sourit, et ce fut le sourire le plus répugnant que j'ai jamais vu. C'est ainsi que je me suis retrouvé à travailler pour Dante Bianchi, même si à ce moment-là, je ne connaissais pas encore son nom. 3 jours plus tard, une voiture noire vint me chercher devant mon immeuble à l'aube. On ne me dit pas où on allait, on m'ordonna simplement de monter. Le chauffeur ne prononça pas un mot pendant tout le trajet, qui dura presque 1 heure, jusqu'à une demeure à la sortie de Paris, cachée parmi des arbres centenaires
et entouré de hauts murs. L'endroit était immense, de style classique français, avec de hautes fenêtres et une fontaine de pierre dans la cour. On se serait cru sur une carte postale, mais il y avait quelque chose d'oppressant dans cette perfection. On me fit passer un contrôle de sécurité humiliant. Je dus enlever ma veste et mon pull pendant que 2 hommes me fouillaient à la recherche d'armes ou de micros. Je gardais les yeux rivés au sol, les joues en feu de honte. Quand ils eurent fini, on me conduisit dans un salon démesuré au plafond très haut, aux meubles de cuir sombre et à la cheminée allumée qui emplissait la pièce d'une chaleur étouffante. Et là, je le vis. Dante Bianchi se tenait près de la fenêtre, de dos, regardant le jardin. Il mesurait au moins 1,88 m, avait les épaules larges, sous un costume gris anthracite, parfaitement coupé, et les cheveux noirs coiffés en arrière, avec quelques fils gris aux tempes, qui accentuaient encore son aura imposante. Quand il se retourna pour me regarder, j'eus l'impression que l'air se chargeait d'électricité. Il avait des yeux bleus intenses, froids comme la glace, une mâchoire carrée ombrée d'une barbe courte impeccable, et cette fine cicatrice à la lèvre inférieure qui lui donnait un air dangereux. « Donc c'est toi, Luca Moreau », dit-il d'une voix grave, maîtrisée, sans la moindre émotion. « Oui », répondis-je, détestant me sentir si petit sous son regard. Il s'approcha lentement, les mains dans les poches, m'examinant comme s'il évaluait un objet qu'il envisageait d'acheter. Il sentait le tabac cher mélangé à une eau de Cologne boisée qui évoquait des forêts sombres et des secrets enfouis. « On t'a expliqué pourquoi tu es là. On m'a dit que je devais m'occuper d'un enfant. De mon fils, corrigea-t-il, et il y avait dans son ton quelque chose qui m'avertissait qu'il ne tolérerait aucune erreur. Matteo a 5 ans. Il a besoin de quelqu'un qui veille sur lui, qui joue avec lui, qui s'assure qu'il est en sécurité. Rien de plus. Pas de questions, pas de curiosité, pas de tentative d'être un héros. Compris ? Je hochai la tête, même si intérieurement une partie de moi voulait lui hurler qu'il n'avait pas le droit de me menacer, de contrôler ma vie. Mais je pensais à Gabriel, à ses photos, et j'avalais ma fierté. Pendant combien de temps ? Le temps que je déciderai, répondit-il avant de faire demi-tour. Kenta te montrera ta chambre et les règles de la maison. Ne me déçois pas. Et sur ces mots, il quitta le salon, me laissant seul avec l'écho de ses paroles et le poids écrasant de ce que je venais d'accepter. Quand je fis la connaissance de Matteo cet après-midi-là, quelque chose se serra dans ma poitrine. C'était un petit garçon aux yeux immenses et tristes, aux cheveux noirs comme ceux de son père, et à la timidité qui me rappelait moi-même enfant. Il me regarda d'abord avec méfiance, caché derrière Kenta, l'homme sérieux et méticuleux qui semblait tout gérer dans cette maison. Mais quand je m'agenouillai à sa hauteur et lui souris, son expression changea. « Salut Matteo, je m'appelle Luca. Tu veux qu'on dessine quelque chose ensemble ?» L'enfant hésita, puis finit par hocher la tête. Et à cet instant, sans le savoir, je commençais à sombrer dans quelque chose dont je ne pourrais jamais m'échapper. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas le pouce en l'air et l'abonnement à la chaîne. Les premières semaines dans la demeure de Dante Bianchi furent comme marcher sur du verre brisé. Chaque pas, chaque mot pouvait être le mauvais, celui qui déclencherait un mécanisme invisible et mettrait fin à ma vie, ou pire, à celle de Gabriel. Je dormais peu, toujours sur le qui-vive, écoutant les pas dans les couloirs, les conversations étouffées qui filtraient sous les portes, le va-et-vient incessant d'hommes en costume qui me toisaient avec un mépris à peine dissimulé. On m'avait attribué une chambre dans l'aile est, loin de la suite principale de Dante, mais près de celle de Matteo. C'était une pièce spacieuse, beaucoup trop luxueuse pour quelqu'un comme moi. Lit à baldaquin, rideaux de velours vert sombre, fenêtres donnant sur le jardin arrière,
où les gardes patrouillaient en permanence. J'essayais de me l'approprier, en posant mes carnets de croquis sur le bureau en bois poli, en accrochant mon pardessus bleu marine dans le dressing à côté des vêtements neufs qu'on avait laissés pour moi. Des pièces hors de prix que je n'aurais jamais choisies, mais que j'étais censé porter. Matteo était le seul rayon de lumière dans cet endroit sombre. L'enfant était timide, presque muet, avec ses grands yeux noirs qui semblaient porter trop de tristesse pour ses 5 ans. Les premières fois où j'essayais de lui parler, il se contentait de hocher ou secouer la tête, se cachant derrière les meubles ou serrant contre lui son doudou usé, un lapin gris qui l'emportait partout. Mais petit à petit, avec patience et sans le brusquer, il commença à s'ouvrir. Je lui appris à dessiner. Nous nous installions par terre dans sa chambre, entourés de crayons de couleur et de feuilles blanches. Et je lui montrais comment transformer des cercles en visages, des traits en maisons, des arbres qui poussaient dans les marges. Matteo dessinait avec une concentration intense, la langue coincée entre les lèvres. Et chaque fois qu'il terminait un dessin, il me le montrait avec un mélange de fierté et de timidité. « Ça te plaît, Luca ?» demandait-il de sa petite voix douce. « C'est parfait, Campione » répondais-je, et son sourire valait plus que tout ce que j'avais laissé au Brésil. Mais Dante, c'était une toute autre histoire. Je le voyais rarement. Il partait tôt le matin, avant le lever du soleil, et rentrait tard le soir, quand Matteo était déjà couché. Les rares fois où nous nous croisions dans les couloirs ou à la salle à manger au petit déjeuner, nous échangions à peine quelques mots. Il me regardait de ses yeux bleus glacés, m'évaluant comme une pièce d'échiquier dont il n'avait pas encore déterminé l'utilité. Et je détournais le regard, incapable de soutenir le sien, sans sentir quelque chose remuer en moi de façon inquiétante. Il y avait quelque chose de troublant chez Dante Bianchi. Ce n'était pas seulement qu'il était le chef d'une organisation criminelle, ni même la violence implicite qui émanait de chacun de ses gestes maîtrisés. C'était la manière dont il remplissait n'importe quelle pièce de sa seule présence, comment l'air semblait s'alourdir quand il entrait, comment même les hommes les plus durs de son entourage baissaient les yeux quand il parlait. Et pourtant, quand je le voyais avec Matteo, quelque chose craquelait dans cette armure impénétrable. Un après-midi, environ 20 jours après mon arrivée, j'étais dans le salon de musique avec Matteo, en train de jouer avec des cubes de construction, quand j'entendis le son d'un piano. Une mélodie douce, mélancolique, qui provenait de quelque part au fond de la maison. Matteo leva la tête et sourit. « C'est papa », dit-il simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Ton papa joue du piano ?» demandai-je, surpris. Matteo hocha la tête avec enthousiasme. « Il joue très bien. Des fois, il me laisse écouter. » La curiosité me rongeait tout l'après-midi. Quand je couchais Matteo ce soir-là, après lui avoir lu une histoire de chevalier courageux et de dragon gentil, je descendis les escaliers en silence, suivant le son de la musique. Elle me mena dans un couloir que je n'avais jamais exploré, tout au fond de l'aile ouest, jusqu'à une porte entr'ouverte d'où s'échappait la lumière dorée d'une lampe et les notes de Chopin. Je jetai un œil prudent, retenant mon souffle. Dante était assis devant un piano à queue noire, dos à la porte, la veste de son costume posée sur le dossier d'une chaise et les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu'au coude. Ses doigts glissaient sur les touches, avec une grâce qui contrastait violemment avec l'image de l'homme impitoyable que je connaissais. Il avait les yeux fermés, la mâchoire détendue, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il paraissait humain. Je restais là, figé, incapable de bouger, regardant cet homme jouer cette pièce triste et magnifique qui semblait arracher quelque chose de profond dans son âme. Quand il eut fini, le silence qui suivit fut presque douloureux.
Dante ouvrit lentement les yeux, et sans se retourner, parla. « Tu vas rester caché derrière la porte ou tu vas entrer, Lucas ?» Mon cœur fit un bond. Je voulus fuir, mais mes pieds refusèrent de bouger. Dante pivota sur le tabouret, me regardant avec cette intensité qui me donnait toujours l'impression d'être nu et exposé. « Entre », ordonna-t-il, pas une invitation, un ordre. J'entrai lentement, refermant la porte derrière moi. Le salon était petit, intime, avec des étagères remplies de partitions anciennes et un feu qui crépitait dans la cheminée. Ça sentait le bois ciré et ce tabac cher qui accompagnait toujours Dante. « Je ne savais pas que tu jouais, dis-je, parce que rien d'autre d'intelligent ne me venait. »« Il y a beaucoup de choses que tu ignores à mon sujet, » répondit-il, et sa voix était moins froide qu'à l'ordinaire, presque lasse. « Tu aimes le piano ? Je ne connais pas grand-chose à la musique classique, mais c'était magnifique. Ce que tu jouais, je veux dire. » Dante m'observa en silence pendant un moment qui me parut éternel. Puis il désigna un fauteuil en cuir près de la cheminée. « Assieds-toi. » J'obéis, sans comprendre ce qui se passait. Dante se leva du tabouret, se dirigea vers le meuble-bar dans le coin et servit 2 verres de whisky. Il m'en tendit un. Quand je le pris, nos doigts s'effleurèrent brièvement. Un contact anodin, mais je sentis ma peau se couvrir de chair de poule. « Comment va Matteo ?» demanda-t-il en s'asseyant dans le fauteuil en face du mien. « Bien. Il commence à s'ouvrir. C'est un enfant merveilleux, Dante, intelligent, sensible. » Quelque chose traversa le visage de Dante, si vite que j'aurais presque cru l'avoir imaginé. « Il ressemble à sa mère, » dit-il avant de boire une longue gorgée. « Dans tout ce qu'il y a de bon. » Je ne sus pas quoi répondre. J'avais entendu des rumeurs parmi le personnel. L'épouse de Dante était morte dans un accident des années plus tôt. Personne n'en parlait. C'était un sujet tabou. Et voilà qu'il l'évoquait. Et je n'avais aucune idée de comment naviguer cette conversation. « Matteo t'aime, dis-je enfin. Il parle tout le temps de toi. Tu lui manques. » Dante serra la mâchoire. « C'est mieux ainsi. Moins il sera près de moi, plus il sera en sécurité. » « Ce n'est pas vrai, rétorquai-je, et les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Il a besoin de son père. Il a besoin de sentir que tu fais partie de sa vie, pas juste une ombre qui apparaît et disparaît. » Les yeux bleus de Dante se plantèrent dans les miens, et pendant un instant, je craignis d'être allé trop loin. Mais à ma grande surprise, il soupira et s'adossa dans son fauteuil. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Lucas. Ce monde, mon monde, détruit tout ce qu'il touche. Je ne veux pas qu'il détruise Matteo aussi. Alors éloigne-toi de ce monde, dis-je, même si je savais à quel point c'était absurde. » Dante laissa échapper un rire amer, sans joie. « Ce n'est pas si simple. On ne démissionne pas comme ça. Je suis né dans cette famille-là, j'y ai grandi. Je l'ai hérité à la mort de mon père. C'est dans mon sang, Lucas. C'est ce que je suis. Il n'y a pas d'échappatoire. » Il y avait dans sa voix une résignation si lourde que je sentis une pointe de quelque chose que je refusais d'identifier. De la compassion peut-être. Ou pire, de l'empathie. Parce que moi aussi, je savais ce que c'était d'être prisonnier de choix qu'on n'avait pas fait, entraîné par les décisions des autres jusqu'à ne plus rien reconnaître de soi-même. « On a toujours le choix », murmurai-je. Dante me regarda longuement, et cette fois son expression était indéchiffrable. « Tu crois que toi, tu l'as, le choix, Lucas? Tu crois que tu as choisi d'être ici ?» Je ne répondis pas. Nous connaissions tous les deux la réponse. Dante se leva, posa son verre vide sur la table. « Va dormir. Demain sera une longue journée. » Je me levai à mon tour, étrangement vulnérable. Je marchais vers la porte, mais avant de sortir, je m'arrêtai et me retournai vers lui. « Merci, dis-je.
Pourquoi? De m'avoir laissé voir ça, cette partie de toi. Dante ne répondit pas, mais je vis quelque chose changer dans son regard, quelque chose que je ne sus pas interpréter. Je quittais le salon, le cœur battant trop vite, et la sensation inquiétante d'avoir franchi une ligne invisible dont il n'y avait pas de retour. Les jours devinrent des semaines, et les semaines un mois. Ma routine avec Matteo devint confortable, presque naturelle. Je le réveillais le matin, l'aidais à s'habiller. Nous prenions le petit déjeuner ensemble sur la terrasse, quand le temps le permettait. Nous jouions dans le jardin. Je lui apprenais des mots en portugais, et il m'apprenait des chansons italiennes que sa grand-mère lui chantait bébé. Nous faisions ses devoirs ensemble, parce que Dante avait décidé qu'il valait mieux que Matteo soit suivi par des professeurs particuliers à la maison, plutôt que risquer l'école, où il aurait été une cible trop facile. Mais je commençais aussi à remarquer des choses, des détails que je n'aurais pas dû voir, des conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce, des hommes qui arrivaient tard le soir avec des valises lourdes et des mines sombres. Une fois, en allant chercher un verre d'eau dans le couloir, j'entendis des cris venant du sous-sol, des cris qui me glacèrent le sang. J'essayais de ne pas y penser. J'essayais de me concentrer uniquement sur Matteo, de le garder heureux et en sécurité, de tenir ma part du marché pour que Gabriel reste en vie. Mais il était impossible d'ignorer la réalité de l'endroit où je me trouvais et pour qui je travaillais. Et puis, il y avait Dante. À chaque fois que je le voyais, quelque chose se serrait dans ma poitrine. Je ne comprenais pas pourquoi. J'aurais dû le haïr, le mépriser pour ce qu'il m'avait fait, pour m'avoir menacé, pour m'avoir forcé à être là. Mais il y avait en lui quelque chose qui filtrait dans ces rares moments où sa garde baissait, quelque chose qui me faisait le voir autrement que comme le monstre qu'il était censé être. Un soir, Dante rentra plus tôt que d'habitude. Matteo était encore réveillé, en train de jouer avec ses petites voitures dans le salon. Quand son père entra, l'enfant s'illumina. « Papa !» Dante s'agenouilla, et Matteo courut se jeter dans ses bras. Je vis Dante le serrer contre lui, enfouir son visage dans les cheveux noirs de son fils, et pendant un instant, tout le poids qu'il portait sembla s'évaporer. Quand il leva les yeux vers moi par-dessus la tête de Matteo, il y avait dans son regard quelque chose que je n'y avais jamais vu. De la gratitude, peut-être, ou une forme de reconnaissance. « Merci », articula-t-il en silence. Je hochai la tête, la gorge nouée. Et ce fut à cet instant, en voyant Dante Bianchi tenir son fils comme s'il était la seule chose réelle dans son monde de violence et d'ombre, que je compris que j'étais dans de sales draps, de très sales draps. Parce que je commençais à éprouver quelque chose pour lui, quelque chose que je n'aurais jamais dû ressentir, quelque chose de dangereux. L'hiver s'abattit sur Paris avec toute sa cruauté, teintant la ville de gris et de blanc, transformant les rues en rivières de neige sale et les jours en nuits interminables. La demeure devint encore plus claustrophobique, les fenêtres scellées contre le froid et le bourdonnement constant du chauffage, emplissant le silence. Matteo et moi passions nos après-midi près de la grande cheminée du salon, à dessiner, lire des contes, jouer à être des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Mais sous cette routine apparemment paisible, quelque chose changeait. Quelque chose que je ne pouvais ni arrêter ni contrôler. Dante commença à passer plus de temps à la maison. Au début, je pensais que c'était à cause du temps, ou peut-être que ses affaires ralentissaient temporairement. Mais je compris vite que c'était délibéré. Il rentrait tôt pour dîner avec Matteo, restait dans le salon pendant que je lisais une histoire aux petits avant de dormir, apparaissait dans le jardin quand nous jouions dans la neige. Et toujours, il m'observait avec cette intensité qui me donnait l'impression qu'il pouvait voir directement au fond de mon âme. Un après-midi,
Pendant que Matteo faisait la sieste, je me retrouvais à explorer la bibliothèque de la maison. Une pièce immense, avec des étagères jusqu'au plafond, des échelles en bois et cette odeur de vieux papier qui m'avait toujours réconforté. Je feuilletais un livre de photographie de Paris quand j'entendis des pas derrière moi. « Je ne savais pas que tu aimais lire, » dit Dante, et sa voix me fit sursauter. Je me retournai, manquant lâcher le livre. Il était appuyé contre l'encadrement de la porte, les mains dans les poches de son pantalon de costume noir, l'air indéchiffrable. « J'aime regarder les photos, » répondis-je en essayant de calmer les battements fous de mon cœur, pour dessiner d'après. Dante s'approcha lentement, comme un prédateur évaluant sa proie. Il s'arrêta si près que je sentis son eau de Cologne boisée, mêlée de tabac. « Je peux voir tes dessins ?» La question me prit au dépourvu. « Quoi ?»« Tes carnets. Matteo dit que tu dessines tout le temps. Je veux les voir. » Quelque chose se serra dans ma poitrine. Mes carnets étaient privés, intimes, remplis de choses que je ne voulais montrer à personne. Mais la façon dont Dante me regardait, avec cette curiosité sincère qu'il montrait rarement, me fit hocher la tête sans réfléchir. Ils sont dans ma chambre. Nous montâmes l'escalier en silence, chaque marche chargée d'une tension que je ne savais nommer. Quand nous arrivâmes dans ma chambre, je sortis 3 de mes carnets les plus récents du bureau et les lui tendis, les mains tremblantes, avec cette étrange sensation de vulnérabilité à exposer une part si personnelle de moi. Dante s'assit au bord de mon lit et tourna les pages lentement. Je restai debout près de la fenêtre, incapable de le regarder, fixant la neige qui tombait dehors. Le silence s'étira, épais et lourd, jusqu'à ce qu'il parle enfin. « Tu es très doué, Luca. » Je me tournai vers lui, surpris par la sincérité dans sa voix. Il regardait un dessin que j'avais fait de Matteo en train de rire, avec des traces de glace au chocolat sur les joues. « Ce n'est qu'un passe-temps, » murmurai-je. « Non, c'est bien plus que ça, » insista Dante en levant les yeux vers moi. « Tu captures quelque chose d'essentiel chez les gens, comme si tu voyais au-delà de ce qu'ils montrent. » Il s'arrêta sur une autre page, et mon estomac se noua quand je vis laquelle. C'était un croquis de lui, fait une nuit où je n'arrivais pas à dormir, quand mon esprit n'arrêtait pas de repasser l'image de Dante au piano. Sur le dessin, il avait les yeux fermés, une expression de paix qu'il ne montrait jamais éveillée, les mains suspendues au-dessus de touches invisibles. Dante me regarda, et il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau, de vulnérable. « C'est comme ça que tu me vois ?» demanda-t-il, la voix plus rauque qu'à l'ordinaire. Je ne sus pas quoi répondre. La vérité était trop dangereuse, trop réelle. Alors je me contentais de hocher la tête. Dante referma soigneusement le carnet et le posa sur la table de nuit. Il se leva, s'approcha de moi avec cette présence écrasante qui me coupait toujours le souffle, et s'arrêta si près que je dus lever la tête pour croiser son regard. « Tu es dangereux, Luca Moro, » murmura-t-il. « Plus dangereux que tu ne l'imagines. » « Pourquoi ?» parvins-je à demander, même si ma voix n'était plus qu'un souffle. « Parce que tu me fais désirer des choses que je ne peux pas avoir. » Et avant que je puisse assimiler ce qu'il venait de dire, Dante quitta ma chambre, me laissant seul avec l'écho de ses mots et le cœur qui cognait si fort que je crus qu'il allait exploser. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Les paroles de Dante tournaient en boucle dans ma tête, comme un disque rayé que je n'arrivais pas à arrêter. Tu me fais désirer des choses que je ne peux pas avoir. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parlait-elle de moi? Ou était-ce juste mon imagination désespérée qui interprétait mal une remarque anodine? Je me levai vers 3 heures du matin, incapable de rester plus longtemps au lit. J'enfilai mon pardessus par-dessus mon pyjama et descendis à la cuisine, chercher quelque chose de chaud. Mais en arrivant, je constatai que je n'étais pas seul. Dante était assis à l'îlot central,
une bouteille de whisky à moitié vide devant lui et une expression si sombre que je m'arrêtai net sur le seuil. « Tu n'arrives pas à dormir, dit-il sans me regarder. Ce n'était pas une question. Non, avouai-je en entrant lentement. Toi non plus, on dirait. Dante laissa échapper un rire sans joie et se resservit un verre. Je ne dors jamais bien, trop de fantômes. Je m'assis sur le tabouret en face de lui, gardant l'îlot entre nous comme une barrière de sécurité. La lumière de la cuisine était tamisée, projetant des ombres qui accentuaient encore les angles de son visage. « Tu veux en parler ?» proposai-je, même si je n'étais pas sûr de vraiment vouloir entendre la réponse. Dante me regarda longuement, comme s'il pesait le pour et le contre de s'ouvrir. Finalement, il parla. « Ma femme est morte il y a 4 ans, Isabella. Elle était bonne, trop bonne pour quelqu'un comme moi. » Je retins mon souffle, sentant que je franchissais un seuil sans retour. « Matteo parle d'elle parfois, » dis-je doucement. Il dit qu'elle lui chantait des chansons napolitaines. Un sourire triste effleura les lèvres de Dante. Elle avait une voix magnifique. Elle pouvait apaiser n'importe quelle tempête avec quelques notes. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, même si je n'étais peut-être pas en droit de poser la question. Dante serra son verre si fort que je crus qu'il allait le briser. Il y a eu un attentat, une bombe dans la voiture. C'était pour moi, mais elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Il but son whisky, cul sec. Elle est morte sur le coup. Matteo avait 1 an. Il ne se souvient même pas d'elle. La douleur dans sa voix était si palpable que je sentis ma gorge se nouer. « Je suis vraiment désolé, Dante. »« Ce n'est pas ta faute, » répondit-il en se resservant. « C'est la mienne. Tout dans ma vie est taché de sang, Lucas. Tout ce que je touche pourrit. C'est pour ça que je tiens Matteo à distance. C'est pour ça que je ne devrais pas... » Il s'arrêta, mâchoire crispée. « Que tu ne devrais pas quoi ?» insistai-je. Dante me regarda, et dans ses yeux, il y avait une intensité qui me fit frissonner. « Que je ne devrais pas ressentir ce que je ressens pour toi. » Le monde s'arrêta. L'air quitta mes poumons. Pendant une seconde, je crus avoir rêvé, que la fatigue et la tension me jouaient un tour. Mais Dante continuait de me regarder avec cette expression brute et honnête, attendant. « Dante, commençai-je, sans savoir comment finir ma phrase. Il se leva du tabouret, contourna l'îlot et s'arrêta devant moi. Il leva une main et effleura ma joue du bout des doigts, un contact si doux qu'il semblait impossible venant d'un homme capable d'une telle violence. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il. « Dis-moi que c'est de la folie, et je m'éloignerai. Mais si tu ne le fais pas, Lucas, si tu ne m'arrêtes pas maintenant... » Je ne l'arrêtai pas. Au contraire, je me penchai en avant et l'embrassai. Ce fut d'abord un baiser maladroit, hésitant, comme si aucun de nous n'était tout à fait sûr de ce qu'il faisait. Puis les mains de Dante s'enfoncèrent dans mes cheveux, ses lèvres devinrent plus insistantes, plus affamées, et je m'accrochai aux épaules de sa chemise, comme si c'était la seule chose qui me retenait à la réalité. Le goût du whisky dans sa bouche se mêla à quelque chose de plus sombre, de plus addictif. Ses mains descendirent le long de mon dos, me plaquant contre lui, et je gémis contre ses lèvres, sans pouvoir m'en empêcher. Tout le reste disparut, la peur, la culpabilité, la raison. Il n'y avait plus que Dante, sa chaleur, sa force, la façon dont il m'embrassait comme s'il voulait me dévorer entier. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions tous les deux, avec difficulté. Dante posa son front contre le mien, les yeux fermés, les mains toujours serrées autour de ma taille. « Ça va nous détruire, dit-il, et sa voix tremblait légèrement. « Je sais, répondis-je, et c'était la vérité la plus honnête que j'avais prononcée depuis longtemps. « Je m'en fous, murmura Dante, et il m'embrassa de nouveau. Après cette nuit-là, tout changea. Pas de façon spectaculaire ou évidente, mais dans de petits gestes que nous seuls comprenions.
Des regards prolongés pendant les repas, des effleurements de doigts quand on se passait quelque chose, des conversations muettes avec les yeux quand Matteo était distrait. C'était dangereux, imprudent, une trahison à tout bon sens qui me restait. Mais je ne pouvais pas l'arrêter. Dante commença à me chercher la nuit, quand Matteo dormait et que la maison sombrait dans le silence. Nous nous retrouvions dans des endroits inattendus, la bibliothèque, la serre, le salon du piano. Parfois nous parlions pendant des heures de choses sans importance. Parfois nous nous embrassions simplement, jusqu'à manquer d'air, sachant que nous ne pouvions pas aller plus loin sans franchir un point de non-retour. Mais je commençais aussi à remarquer des choses qui m'inquiétaient. Dante recevait des appels à des heures indues qui le rendaient tendu et furieux. Il y avait des réunions à huis clos dans son bureau avec des hommes au visage dur et aux voix menaçantes. Une fois, je le vis sortir de la maison, les mains tachées de quelque chose qui ressemblait à du sang. Quand je lui demandais, il me dit que c'était seulement de la peinture. Et puis il y avait le dossier. Je le trouvais par hasard, un après-midi où je cherchais du papier à dessin dans le bureau de Dante pendant qu'il était absent. Il était rangé dans un tiroir du bureau, marqué « Isabella Bianchi » en lettres dorées. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je savais que c'était une violation impardonnable de son intimité. Mais la curiosité fut plus forte. Les premières pages étaient des rapports d'enquête sur l'attentat qui avait tué Isabella. Schéma de la voiture, photos du lieu de l'accident, témoignages de témoins. Mais ensuite, dans un dossier séparé, je trouvais quelque chose qui me glaça le sang. C'était un ordre, daté de 2 jours avant l'attentat, signé par Dante. Éliminer la cible. Méthode. Explosif dans le véhicule. Confirmé, neutralisation. La cible n'était pas Isabella, c'était un rival de l'organisation, un homme qui trahissait apparemment la famille. Mais l'ordre avait été mal interprété, mal exécuté. Mauvaise voiture, mauvaise femme. Dante n'avait pas seulement échoué à protéger son épouse, il avait donné l'ordre qui, indirectement, l'avait tué. Je refermais le dossier d'une main tremblante, sentant le monde s'effondrer autour de moi. Que devais-je faire de cette information? Le confronter? Garder le secret? Fuir? Quand Dante rentra ce soir-là, il me trouva assis dans le salon, incapable de le regarder dans les yeux. Il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» demanda-t-il en s'approchant avec prudence. « Rien, mentis-je, mais ma voix me trahit. » Dante s'agenouilla devant moi, prit mon visage entre ses mains et m'obligea à le regarder. « Ne me mens pas. Je vois bien que quelque chose te ronge de l'intérieur. » Je voulus lui dire, je voulus lui hurler la vérité et voir comment il réagirait. Mais quand je vis ses yeux bleus pleins d'une inquiétude sincère, quand je sentis la chaleur de ses mains sur ma peau, je ne pus pas. « Je suis juste fatigué, chuchotai-je. » Dante n'eut pas l'air convaincu, mais il n'insista pas. À la place, il me serra dans ses bras, et je m'accrochai à lui comme s'il était la seule chose réelle dans un monde de mensonges et de secrets. Et à cet instant, je pris une décision qui me condamnerait peut-être, mais que je ne pouvais éviter. J'allais protéger Dante de la vérité sur la mort d'Isabella, même si cela signifiait porter ce poids seul, même si cela me détruisait au passage. Parce que, quelque part entre les dessins et les baisers volés, entre les conversations nocturnes et les sourires partagés avec Matteo, j'étais tombé amoureux de Dante Bianchi. Et l'amour, je le découvris, était la chose la plus dangereuse de toutes. Le printemps arriva à Paris avec une fausse sensation de renouveau. Les arbres fleurirent le long de la Seine, les terrasses des cafés se remplirent de gens qui riaient sous un soleil timide, et la ville semblait se réveiller d'un long sommeil hivernal. Mais dans la demeure de Dante Bianchi, les ombres devenaient de plus en plus sombres et menaçantes. Presque 6 mois s'étaient écoulés depuis mon arrivée.
6 mois pendant lesquels ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Matteo n'était plus seulement l'enfant dont je m'occupais par obligation. Il était devenu quelqu'un que j'aimais sincèrement, comme s'il faisait partie de ma propre famille. Et Dante était devenu quelque chose de bien plus dangereux. Il était devenu mon obsession, mon tourment, ma raison de me réveiller chaque matin, le cœur battant trop vite. Notre relation restait un secret soigneusement gardé. Nous nous retrouvions la nuit, quand la maison dormait, dans des endroits où personne ne pouvait nous voir. Le salon du piano était devenu notre refuge, où Dante jouait pour moi des compositions que personne d'autre n'entendait, et où je dessinais pendant qu'il remplissait le silence de musique qui ressemblait à des aveux non dits. Nous nous embrassions jusqu'à ce que nos lèvres brûlent. Nous nous enlacions, comme si le monde pouvait s'effondrer à tout moment. Nous parlions de choses sans importance et évitions celles qui en avaient. Mais la tension montait. Quelque chose de mauvais se préparait. Je le sentais dans l'air, dans la façon dont les hommes de Dante chuchotaient quand ils pensaient que je n'écoutais pas, dans les appels téléphoniques de plus en plus fréquents qui le laissaient le visage crispé et les poings serrés. Un après-midi, pendant que Matteo et moi construisions un fort en carton dans le jardin, un des gardes s'approcha, l'air sombre. « Signor Bianchi veut vous voir », me dit-il en italien marqué. Tout de suite, mon estomac se noua. Dante ne me convoquait jamais ainsi, jamais avec cette urgence. Je dis à Matteo que je revenais vite, bien que l'enfant proteste en voulant que je reste, et suivis le garde jusqu'au bureau de Dante au 2e étage. Quand j'entrai, Dante se tenait près de la fenêtre, le dos raide, les mains dans les poches. 3 autres hommes étaient dans la pièce, tous en costume sombre, l'air froid et peu rassurant. « Luca, dit Dante sans se retourner, ferme la porte. » J'obéis, sentant la chair de poule me gagner. L'un des hommes, grand, avec une cicatrice qui lui barrait toute la joue, me toisa avec un mépris à peine dissimulé. « C'est le Brésilien » demanda-t-il avec dédain. « Oui », répondit Dante, et il se tourna enfin vers moi. Son visage était un masque impénétrable, sans trace de l'homme qui m'embrassait la nuit. « Luca, voici mes associés. Ils sont venus avec des informations. » « Quel genre d'informations ?» demandai-je, même si ma voix sortit plus faible que je ne l'aurais voulu. L'homme à la cicatrice fit un pas en avant, sortit un téléphone de sa poche, le déverrouilla et me montra une photo. C'était moi, pris de loin, marchant à Montmartre. Il y en avait d'autres, moi au marché, moi en train de courir le long de la Seine, moi entrant et sortant de la maison. « Quelqu'un te suit, ragazzo, dit l'homme. Et ce n'est pas nous. » La peur me serra la gorge. « Qui ?»« C'est ce qu'on veut savoir, » intervint un autre, plus jeune, avec des lunettes. « Mais on a des soupçons. On pense que ça pourrait être lié au clan Rossi. Ils se sont mis à empiéter sur notre territoire ces derniers temps, défiant nos opérations. » Dante s'approcha de moi. Quand il parla, sa voix était basse et maîtrisée, mais une colère à peine contenue grondait dessous. « Ils vont utiliser Luca. Ils vont utiliser pour atteindre Matteo. Ou moi. »« Je ne comprends pas, dis-je, même si je commençais à comprendre trop bien. Je ne suis pas important. Je suis juste le... »« Tu n'es pas juste rien, » m'interrompit Dante. Et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux. « Tu es important. Pour Matteo. Et pour moi. » Le silence qui suivit fut lourd et chargé. Les autres hommes échangèrent des regards éloquents, et je sus que nous venions d'en révéler bien plus qu'il ne fallait. « Il faut le sortir d'ici, » dit l'homme aux lunettes. « C'est un point faible, une cible facile. »« Non, » répondit Dante fermement. « Il reste. Dante, sois raisonnable. Si les Rossi découvrent que tu tiens à lui, ils l'utiliseront contre toi. Tu as déjà perdu Isabella comme ça. Tu vas commettre la même erreur 2 fois. » Je vis Dante se raidir, ses mains se fermer en poing.
Quand il parla, sa voix ressemblait à du verre brisé. Dehors, tous, tout de suite. Les hommes hésitèrent, mais finirent par obéir, quittant le bureau et refermant la porte derrière eux. Dante et moi restâmes seuls, et le poids de ce qui venait de se passer nous tomba dessus comme une dalle. « Dante, commençai-je. »« Non, » me coupa-t-il en levant la main. « Ne dis rien. Laisse-moi réfléchir. » Il s'assit sur le bord de son bureau, passant les mains dans ses cheveux, dans un geste de frustration que je lui voyais rarement. Quand il me regarda enfin, il y avait dans son expression une vulnérabilité qui me brisa le cœur. « C'était inévitable, dit-il. Je savais que ça arriverait. Je savais que... » Dès l'instant où je commencerai à ressentir quelque chose pour toi, je te transformerai en cible. Et pourtant je n'ai pas pu m'arrêter. Je m'approchai de lui, me plaçant entre ses jambes et prenant son visage entre mes mains. « Ce n'est pas ta faute. »« Si, insista-t-il, et sa voix se brisa légèrement. Tout ce que je touche est détruit, Lucas. Tout. Et maintenant, je vais te détruire, toi aussi. » « Alors laisse-moi décider ça moi-même, dis-je fermement. Je ne suis pas une victime sans défense, Dante. Je sais dans quoi je me suis embarqué, et je choisis de rester. » Dante ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait une détermination farouche dedans. « Je vais te protéger, quoi qu'il en coûte, même si je dois brûler le monde entier pour ça. » Et je l'embrassai, parce qu'il n'y avait pas assez de mots pour exprimer ce que je ressentais. Je l'embrassai avec toute la désespérance, la peur et l'amour qui s'étaient accumulés dans ma poitrine pendant des mois. Et il me rendit mon baiser avec la même intensité, s'accrochant à moi comme si j'étais la seule chose réelle dans son univers de violence et de mensonges. Mais l'univers, apparemment, avait d'autres plans. 2 semaines plus tard, Dante me proposa quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il voulait emmener Matteo à Disneyland Paris. C'était l'anniversaire de l'enfant, et bien qu'il évitât habituellement les lieux publics et les foules, il voulait offrir à son fils une expérience normale, un souvenir heureux qui ne soit pas souillé par les ombres de sa vie. Je trouvais que c'était une idée terrible, trop exposée, trop risquée. Mais quand je vis l'étincelle dans les yeux de Matteo en apprenant la nouvelle, quand je vis l'espoir sur le visage de Dante, je ne pus pas refuser. Nous y allâmes tous les 3, escortés discrètement par une douzaine de gardes du corps en civil qui se fondaient dans la foule. C'était une journée de printemps parfaite, ciel bleu et château de la Belle, au bois dormant scintillant sous le soleil. Matteo était aux anges, courant d'attraction en attraction, riant comme je ne l'avais jamais vu rire. Et Dante semblait presque humain, souriant pendant que son fils le tirait par la main, lui achetant des barbes à papa et des oreilles de Mickey qu'il finit par porter lui aussi sur l'insistance de Matteo. Il y eut un moment, pendant que nous faisions la queue pour Space Mountain, où Dante me prit la main. Un geste simple, presque inconscient, qui me coupa le souffle. Parce qu'à cet instant, avec Matteo qui sautillait devant nous et le soleil qui nous réchauffait la peau, j'ai presque pu imaginer que nous étions une vraie famille, que c'était ma vie, mon avenir, mon happy end. Mais les happy end sont pour les contes de fées, et nous vivions une toute autre histoire. Cela arriva quand nous nous y attendions le moins. Nous étions dans la zone de Fantasyland, et Matteo avait insisté pour entrer dans la boutique de souvenirs, voir les peluches géantes. Dante était distrait, au téléphone avec un de ses hommes, et j'étais resté avec Matteo, l'aidant à choisir entre un Simba et un Raja. Je ne vis pas les hommes approcher, je n'entendis pas les ordres avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, quelqu'un saisit Matteo par la taille et le souleva du sol. L'enfant hurla. Je réagis d'instinct, me jetant en avant et m'accrochant au bras du ravisseur. Il était énorme, tatouage sur le cou, yeux froids comme la glace. « Lâche-le »
criai-je en le frappant de toutes mes forces. L'homme me repoussa violemment. Je tombais, me cognant la tête contre une étagère. Je vis des étoiles, mais je me forçais à me relever, à continuer à lutter. 2 autres hommes étaient apparus, bloquant les sorties. Les gens autour commencèrent à crier, à courir dans tous les sens, créant un chaos dont les ravisseurs profitèrent. Et puis Dante arriva. Je ne l'avais jamais vu ainsi, jamais vu la violence pure et sans filtre dont il était capable. Il se déplaçait comme un prédateur, rapide et mortel, frappant le premier homme avec une force telle que j'entendis quelque chose se briser. Il sortit une arme de sous sa veste et visa le second, tirant sans hésiter. Le bruit fut assourdissant, et d'autres cris emplirent la boutique. Les gardes du corps de Dante finirent par débouler, prenant le contrôle de la situation. Le 3e ravisseur, voyant qu'il était dépassé, lâcha Matteo et s'enfuit par une sortie de service. Dante courut vers son fils, le souleva du sol et l'examina frénétiquement à la recherche de blessures. « Tu vas bien, Campione ? Ils t'ont fait mal ?» demandait-il encore et encore, la voix brisée. Matteo pleurait, accroché au cou de son père, et moi je restais là, à genoux sur le sol, sentant le sang couler sur ma tempe et le monde tourner autour de moi. Dante me regarda par-dessus la tête de Matteo, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'y avais jamais vu, la peur, une peur réelle, brute, Lucas. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, tout devint noir. Je me réveillai dans une chambre que je ne reconnaissais pas, petite, mur blanc, odeur caractéristique de désinfectant. Une clinique privée, supposai-je. Ma tête était entourée de bandages et une douleur sourde pulsait à ma tempe. Dante était assis sur une chaise, près de mon lit, coude sur les genoux, le visage enfoui dans les mains. Quand je bougeais, il leva immédiatement les yeux. « Lucas, dit-il, et il y avait tant de soulagement dans sa voix que j'en eus presque les larmes aux yeux. « Matteo » fut la première chose que je demandai. Il va bien, effrayé, mais il va bien. Il est avec Kenta à la maison. Que s'est-il passé ? Dante se leva, s'approcha du lit et prit ma main entre les siennes. Les Rossi. Ils ont essayé d'enlever Matteo comme avertissement pour me faire céder du territoire. Mais ils ont échoué. Et maintenant, ils vont payer. Il y avait dans son ton quelque chose de sombre et définitif qui m'effraya. Dante. Non. Ce n'est pas négociable, Lucas, m'interrompit-il. Ils ont essayé d'emmener mon fils. Ils ont essayé de te faire du mal. Il y aura des conséquences. Graves. Je me redressai malgré le vertige, ignorant ces protestations. Et nous ? Et ce que tes hommes ont dit ? Que je suis un point faible, que je te mets en danger. Dante me regarda longuement. Quand il parla, sa voix était ferme, pleine d'une détermination qui ne souffrait aucune réplique. Je me fous de ce qu'il pense. Je me fous du danger. La seule chose qui m'importe, c'est toi et Matteo. Et je ferai tout ce qu'il faut pour vous protéger. Même si ça signifie rompre avec l'organisation, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Dante hocha lentement la tête. Même si ça signifie rompre avec l'organisation. Et à cet instant, je sus que nous avions franchi le point de non-retour, que ce qui viendrait ensuite serait dévastateur, sanglant, peut-être fatal pour nous deux. Mais je sus aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que nous étions ensemble, là-dedans, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin. Les jours qui suivirent la tentative d'enlèvement furent une tempête silencieuse. Dante disparut pendant des heures, parfois des jours entiers, me laissant seul avec Matteo dans une maison qui ressemblait désormais plus à une forteresse qu'à un foyer. Les gardes furent triplés, chaque fenêtre équipée de capteurs, chaque porte d'un scanner biométrique. Nous vivions dans une cage dorée, attendant que le monde extérieur
viennent nous détruire. Matteo avait changé. Ce n'était plus le petit garçon joyeux et curieux que j'avais connu. Il faisait des cauchemars toutes les nuits, hurlant et appelant son père entre ses sanglots. Il s'accrochait à moi, comme si j'étais sa seule ancre au milieu d'un océan de peur, et je faisais tout mon possible pour le réconforter, pour lui faire croire que tout irait bien, même si je n'y croyais plus moi-même. Et puis, une nuit, Dante revint différent. Sa chemise était tachée de sang, une profonde entaille barrait sa joue, ses phalanges étaient en miettes. Quand il entra dans le salon où j'étais assis à dessiner, pour occuper mes mains et distraire mon esprit, je me levai d'un bond. « Mon Dieu, Dante, que s'est-il passé ?» Il ne répondit pas. Il marcha simplement vers moi, prit mon visage entre ses mains et m'embrassa avec une désespérance sauvage qui me coupa le souffle. Il avait le goût du sang, du whisky et de quelque chose de plus sombre que je refusais d'identifier. Quand il s'écarta, il posa son front contre le mien, respirant difficilement. « Je l'ai fait », murmura-t-il. « J'ai rompu avec eux, avec l'organisation, avec tout. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi ?» Dante s'éloigna, marcha jusqu'à la fenêtre et passa les mains dans ses cheveux. Quand il parla, sa voix était lasse, vaincue. Je leur ai dit que je démissionnais, que je ne suivrais plus leurs ordres, que j'allais vous protéger, toi et Matteo, quoi qu'il en coûte. Et eux, ils ne l'ont pas accepté. Ils voulaient que je te livre, Lucas. Ils voulaient t'utiliser comme bouc émissaire pour faire porter le chapeau de la trahison interne après la tentative d'enlèvement. Ils ont dit que si je ne le faisais pas, il y aurait des conséquences. Quel genre de conséquences ? Dante se tourna vers moi. Dans ses yeux, il y avait une obscurité qui me terrifia. La guerre. Une guerre interne qui va saigner l'organisation de l'intérieur. Ça a déjà commencé. Certains de mes hommes me sont loyaux, d'autres non. Il y a du sang dans les rues de Paris ce soir, Lucas, et c'est ma faute. Je m'approchai de lui, ignorant la voix dans ma tête, qui me criait de fuir, tant qu'il était encore temps. Ce n'est pas ta faute. Tu fais ce qu'il faut. Tu choisis l'amour plutôt que le pouvoir. Tu choisis d'être le père dont Matteo a besoin. L'homme que je... Je m'arrêtais, incapable de finir la phrase. Mais Dante comprit. L'homme que tu quoi, Lucas, demanda-t-il en s'approchant et en prenant mes mains dans les siennes. Dis-le. J'ai besoin de l'entendre. J'avalais ma salive, sentant les larmes me brûler les yeux. L'homme dont je suis tombé amoureux. Dante ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes aussi dans les siens. Des larmes que je n'aurais jamais cru voir sur le visage du chef de mafia impitoyable. Moi aussi je t'aime, Lucas. Je t'aime d'une façon que je ne croyais plus possible après Isabella. Je t'aime d'une façon qui me terrifie parce que je sais que je pourrais te perdre à tout moment. Et je n'y survivrai pas, pas une seconde fois. Nous nous embrassâmes, et ce fut différent de toutes les fois précédentes. Il n'y avait ni désespoir, ni urgence, seulement une tendresse profonde et douloureuse, comme si nous savions tous les deux que ce pourrait être notre dernier moment ensemble et que nous voulions qu'il dure éternellement. Mais l'univers, cruel comme toujours, avait d'autres plans. La porte du salon s'ouvrit brutalement et un des hommes de Dante fit irruption, le visage pâle et en sueur. « Signor, on a un problème. Les Rossi ont formé une alliance avec certains de nos déserteurs. Ils arrivent ici, maintenant. » Le temps s'arrêta. Dante se raidit, sa main se portant instinctivement à l'arme qu'il portait à la ceinture. « Combien ?»« Au moins 20. Peut-être plus. Armement lourd. » Dante me regarda, et à cet instant je vis la décision se former dans ses yeux. Une décision qui me remplit de panique. « Lucas, écoute-moi bien. Tu vas prendre Matteo. Tu vas sortir par le tunnel du sous-sol qui mène à la forêt, et tu vas courir.
Ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière. Il y a une voiture qui attend sur le vieux chemin, à 2 kilomètres au nord. Les clés sont sous la roue avant gauche. Conduis jusqu'à la frontière belge et de là, prends un vol pour le Brésil. Il y a de l'argent et des faux papiers dans la boîte à gants. Non, dis-je, sentant le sang se glacer dans mes veines. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas fuir pendant que tu restes pour mourir. Ce n'est pas une suggestion, Lucas, répondit Dante fermement. C'est un ordre. Matteo a besoin de toi. J'ai besoin de savoir que vous êtes en sécurité. Et moi j'ai besoin de toi, criai-je, les larmes coulant sur mon visage. Tu ne peux pas me demander de choisir entre toi et Matteo. Tu ne peux pas me demander de t'abandonner. Dante prit mon visage entre ses mains, m'obligeant à le regarder. Tu ne m'abandonnes pas, tu me sauves. Parce que si je sais que Matteo est avec toi, qu'il est en sécurité, qu'il a quelqu'un qu'il aime et le protégera, alors je pourrai faire ce que j'ai à faire, sans hésiter. Tu comprends? Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas comprendre. Mais je vis la supplication dans ses yeux, le désespoir à peine contenu, et je sus que je n'avais pas le choix. Promets-moi que tu vas survivre, chuchotai-je. Promets-moi que tu vas nous retrouver. Dante m'embrassa, longuement, profondément, comme s'il voulait graver cet instant dans son âme. Je te le promets. Je vous retrouverai, Lucas. Même si je dois chercher jusqu'au bout du monde, je vous retrouverai, toi et Matteo. Le bruit des coups de feu dehors nous fit sursauter tous les deux. Le temps était écoulé. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de mouvements et de panique. Je courus jusqu'à la chambre de Matteo, le réveillai doucement et l'enveloppai dans une couverture. L'enfant était perdu, encore ensommeillé, protestant qu'il voulait son papa. Papa viendra après, Campione, lui mentis-je, la voix brisée. Là, on va jouer à un jeu. On va se cacher, d'accord? Comme des explorateurs. Nous descendîmes au sous-sol en suivant exactement les instructions que Dante m'avait données. Le tunnel était étroit, sombre, humide, et sentait la terre mouillée. Matteo pleurait dans mes bras, terrifié par les bruits de la bataille qui se déroulait au-dessus. Cris, coups de feu, explosions qui faisaient trembler les murs. Je courus comme je n'avais jamais couru de ma vie, trébuchant dans l'obscurité, me râpant contre les parois de pierre, mais sans m'arrêter une seconde. Parce que chaque seconde perdue était une seconde de moins que Dante avait pour tenir. Une seconde qui pouvait être la dernière. Quand nous sortîmes enfin du tunnel, l'air frais de la nuit me frappa comme une gifle. Nous étions au milieu de la forêt, entourés d'arbres centenaires et de l'odeur des pins. Au loin, la maison brillait d'un éclat orange. Du feu. Elle brûlait. Non, chuchotai-je, sentant mon cœur se déchirer. Mais je ne pouvais pas revenir. Il fallait continuer. Pour Matteo. Pour la promesse faite à Dante. Je trouvai la voiture exactement là où il avait dit. Une berline sombre et discrète, les clés sous la roue. J'installai Matteo à l'arrière, l'attachai avec la ceinture et démarrai le moteur d'une main tremblante. Pendant que je roulais sur ce chemin de terre, m'éloignant de la seule personne que j'avais vraiment aimée depuis si longtemps, je me permis de pleurer. Je pleurais pour Dante, pour Matteo, pour la vie que nous aurions pu avoir et que nous n'aurions probablement jamais. Je pleurais jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à ce que mon corps ne soit plus qu'une coquille vide qui conduisait mécaniquement vers le salut. 3 semaines passèrent. 3 semaines où je vécus dans un état constant de terreur et d'espoir. Nous arrivâmes au Brésil, dans un petit village de l'intérieur où personne ne me connaissait et où personne ne poserait de questions. Je louai une maison modeste avec l'argent que Dante avait laissé, inscrivis Matteo dans une école locale sous son faux nom et tentai de construire une apparence de normalité au milieu du chaos. Mais chaque nuit, quand Matteo dormait, je restais éveillé, regardant le téléphone que j'avais acheté avec une nouvelle ligne,
attendant un appel qui ne venait jamais. Je cherchais des nouvelles sur Internet de ce qui s'était passé cette nuit-là à Paris, mais il y avait très peu d'informations, seulement des rumeurs vagues sur une guerre de gangs, des corps retrouvés dans la Seine, une maison brûlée jusqu'aux fondations, et pas une seule mention de Dante Bianchi. Je commençais à accepter qu'il ne tiendrait jamais sa promesse, qu'il était mort cette nuit-là, en se battant pour nous donner le temps de fuir. L'idée me détruisait, mais je devais continuer. Pour Matteo, qui me demandait tous les jours quand son papa reviendrait. Et puis, un jour de juillet pluvieux, alors que je préparais le déjeuner dans la cuisine, j'entendis frapper à la porte. Je me figeai. Personne ne savait que nous étions là. Personne n'aurait pu nous trouver. Sauf si... Je marchais jusqu'à la porte, le cœur dans la gorge, et regardais par le Judas. Ce que je vis me fit tomber à genoux. C'était Dante. Il était différent. Plus mince, de nouvelles cicatrices sur le visage, les cheveux plus longs et ébouriffés. Il portait des vêtements simples, jeans et t-shirts usés, que je ne lui avais jamais vu porter. Mais c'était ses yeux bleus intenses que j'avais mémorisés, que j'avais dessinés des centaines de fois dans mes carnets. J'ouvris la porte d'une main tremblante, incapable de parler, incapable de croire que c'était réel. « Lucas », dit-il, et sa voix était rauque, fatiguée, mais vivante. Si glorieusement vivante. Je me jetai dans ses bras, sanglotant contre son torse, m'accrochant à lui comme s'il allait disparaître si je le lâchais. Dante me serra avec la même désespérance, enfouissant son visage dans mes cheveux, murmurant mon nom encore et encore comme une prière. « Je te croyais mort », parvins-je à dire entre deux sanglots. « Je te croyais perdu. »« Je suis désolé, chuchota-t-il. Ça a pris plus de temps que prévu. Il a fallu que je m'assure qu'on ne nous suivrait pas, que nous étions vraiment en sécurité. Mais je te l'avais promis, Lucas. Je t'avais promis que je te retrouverais. » Nous nous embrassâmes sous la pluie, sur le seuil de cette maison modeste, au milieu de nulle part. Et ce fut le baiser le plus parfait de ma vie. Parce qu'il était réel, parce qu'il avait survécu, parce que, contre toute attente, nous avions une seconde chance. « Papa ?» La voix de Matteo nous interrompit. L'enfant était sur le seuil, les yeux immenses et pleins de larmes, regardant son père comme s'il était un fantôme. Dante s'agenouilla, ouvrit grand les bras, et Matteo courut vers lui, se jetant contre sa poitrine, avec une force qui le fit presque tomber. Tous les deux pleuraient, s'enlaçant, et je restais là à les regarder, sentant quelque chose se réparer en moi. Cette nuit-là, après avoir couché Matteo, qui n'avait pas voulu lâcher son père une seconde, Dante et moi nous assîmes sur le petit porche arrière, regardant les étoiles qui brillaient au-dessus de la campagne. « Que s'est-il passé cette nuit-là » demandai-je enfin. Dante soupira, prenant ma main entre les siennes. « Ce fut un massacre. Nous avons perdu beaucoup d'hommes bons, mais nous avons aussi éliminé les Rossi et les traîtres. À la fin, ceux qui restaient ont décidé que ça ne valait plus la peine de continuer à se battre. Nous sommes arrivés à un accord. Je démissionnais officiellement. Je me retirais complètement de l'organisation et ils nous laissaient tranquilles, pour toujours. Et ils tiendront parole. Ils le devront. J'ai laissé assez d'informations compromettantes entre les mains de personnes de confiance comme garantie. Si quelque chose nous arrive, tout sort au grand jour. C'est un équilibre fragile, mais ça tiendra. Je me blottis contre lui, sentant sa chaleur, sa solidité, sa réalité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Dante m'embrassa le front. Vivre, enfin, simplement vivre, être une famille. Ce n'est peut-être pas la vie que j'imaginais quand... J'étais jeune, mais c'est la seule que je veux. Et pendant qu'il le disait, je sus qu'il y avait encore quelque chose que je ne lui avais pas révélé. Quelque chose que j'avais découvert dans le dossier et que j'avais gardé comme un secret douloureux tout ce temps.
la vérité sur la mort d'Isabella. Dante, commençai-je, la voix tremblante, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose à propos d'Isabella. Il se raidit légèrement, mais ne m'interrompit pas. J'ai trouvé le dossier. Dans ton bureau. J'ai vu l'ordre. Je sais que c'était une erreur, que ce n'était pas ton intention, mais... Je crois que tu mérites de le savoir. Je lui racontai tout. Comment j'avais trouvé les documents, ce qu'il disait, comment l'ordre qu'il avait donné avait été mal interprété et avait abouti à la mort de sa femme. Je vis la couleur quitter son visage, ses mains commençaient à trembler. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» demanda-t-il, et sa voix était brisée. « Parce que je voulais te protéger, parce que je savais que tu t'en voudrais, que ça te détruirait, et parce que j'avais besoin que tu te concentres sur ta survie, pas sur le passé. » Dante se couvrit le visage des deux mains, et pendant un long moment ne dit rien. Quand il parla enfin, il y avait des larmes dans sa voix. Je l'ai toujours soupçonné. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais je n'ai jamais eu le courage de chercher la vérité. Et maintenant, je ne sais pas comment vivre avec ça. Je m'agenouillais devant lui, prenant ses mains entre les miennes. Tu vis en te pardonnant. Tu vis en acceptant que tu étais un autre homme à l'époque, que tu étais prisonnier d'un monde qui t'obligeait à prendre des décisions impossibles. Tu vis en honorant la mémoire d'Isabella, en étant le meilleur père possible pour Matteo. Et tu vis en m'aimant, moi, parce que c'est ce qu'elle aurait voulu pour toi. Une seconde chance d'être heureux. Dante me regarda avec ses yeux bleus pleins de douleur et de gratitude, et m'embrassa avec une tendresse qui me fit pleurer. Je ne mérite pas ton amour, Luca Moro. Peut-être pas, répondis-je en souriant à travers les larmes, mais tu l'as quand même. 2 ans ont passé depuis cette nuit-là. 2 ans pendant lesquels nous avons bâti une vie que je n'aurais jamais cru possible. Dante n'est plus le redoutable chef de mafia. C'est simplement un homme qui travaille dans un atelier de restauration de pianos anciens, qui emmène son fils à l'école tous les matins, qui cuisine des pâtes le dimanche et qui joue du Chopin pour moi quand il n'arrive pas à dormir. Matteo est un enfant heureux maintenant, rempli de rires et de rêves. Il a oublié, ou du moins laissé derrière lui, les traumatismes de Paris. Il dessine avec moi tous les après-midi et possède un talent naturel qui me remplit de fierté. Et moi, j'ai enfin cessé de fuir. J'ai ouvert un petit atelier où je donne des cours d'art aux enfants du village. Et le soir, je dessine, non plus pour m'échapper, mais parce que ça me rend heureux. J'ai aussi réussi à reprendre contact avec mon frère Gabriel. Il est sorti de prison il y a 6 mois, enfin blanchi de toutes les accusations. Il est venu nous rendre visite, et même si ce fut étrange au début, lui présenter Dante et lui expliquer comment nous en étions arrivés là, il a fini par comprendre. Il est même resté 1 mois, nous aidant avec la maison et faisant connaissance avec Matteo. Un soir, alors que nous étions tous les 3 assis sur le porche, Dante, Matteo et moi, à regarder le soleil se coucher sur les champs dorés, Matteo me posa une question qui me prit au dépourvu. « Luca, tu es mon autre papa maintenant ?» Je regardai Dante, cherchant son approbation. Il sourit, ce sourire rare et magnifique qu'il réservait uniquement pour nous, et hocha la tête. « Si tu veux que je le sois, Campione, » répondis-je, la gorge serrée. Matteo réfléchit un instant, avec ce sérieux qu'il affichait parfois, et qui me rappelait tellement son père. « Oui, je veux que tu le sois. » Et ainsi, dans ce moment à la fois parfait et imparfait, nous devînmes ce que nous avions toujours été destinés à être, une famille. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand j'étais arrivé à Paris tant d'années plus tôt, fuyant mon passé et cherchant l'anonymat. Ce n'était pas la fin que Dante avait imaginée quand il m'avait fait chanter pour que je m'occupe de son fils.
Mais c'était notre fin, et elle était parfaite, parce que parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles qu'on planifie, mais celles qui nous trouvent quand on s'y attend le moins, celles qui nous obligent à affronter nos peurs, à défier nos croyances, à choisir l'amour par-dessus tout. Et nous avons choisi l'amour, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de choix que d'être heureux. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser en commentaire une note de 0 à 10 pour cette histoire. Votre soutien représente tout pour nous et nous aide à continuer à vous proposer d'autres récits comme celui-ci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.